sortant de ces si grandes écoles, sont capables de mettre des systèmes en place de cette manière-là, les cons, ils sont des cons ou ils sont pilotés? Moi, je crois... alors d'abord, je crois qu'il y a effectivement un pilotage au sens où c'est pas un hasard, voilà, c'est quelque chose... La manipulation. C'est de la manipulation, mais surtout, effectivement, je crois que nous avons, nous, citoyens, le devoir de secouer un peu ça et de dire, ça fait des années qu'on nous dit, c'est trop compliqué pour vous. L'économie, c'est trop compliqué, machin, c'est trop compliqué, laissez-vous faire. Regardez TF1, allez dans le supermarché et puis dormez tranquille, on s'occupe de tout, il y a des experts. Regardez la télé, même la télé, maintenant les plateaux télé sont remplis d'experts qui nous expliquent comment on doit faire, comment, etc. On est capable, tous capables de comprendre. Regardez, on est capable de comprendre comment ça fonctionne. On est ensuite capable de décider, nous, si cette dette, cette partie de la dette, celle-là, est légitime ou pas. Il y a de la dette qui est légitime. Quand l'État s'endette pour construire un nouvel hôpital, c'est légitime. On ne va pas remettre en cause toute la dette forcément, mais on peut aussi s'interroger sur est-ce que certaines parties de la dette sont légitimes ou pas. Comment ça fonctionne. Puis qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Il est où votre argent? Il est où notre argent? Si vous avez un compte en banque, si dans votre compte épargne, vous l'ouvrez à une banque sans lui dire ce qu'elle doit faire de votre épargne, vous êtes client des banques, on est client des banques. On peut aller voir son banquier et dire, ouais d'accord, je vous mets là, vous avez besoin de mon épargne. D'accord, je préfère l'avoir là, dans la pile de drap, d'accord, ok. Mais vous n'en faites pas n'importe quoi. Moi, je veux que ça soit placé dans ça. Et puis arrêtons de nous comporter avec les banquiers comme on se comporte. Vous avez votre banquier, vous téléphone, fait bonjour, c'est votre banquier, je voudrais vous voir. Et les gens, ils sont sur leur 31, il faut voir le banquier. Imaginez si c'était votre boucher qui vous appelle. Bonjour, je suis votre boucher, je veux discuter de votre consommation de viande, est-ce que vous pouvez passer me voir? Mais même pas, on rirait, vous voyez, on rirait. Et pourquoi quand c'est le banquier, on rit pas? Pourquoi on ne lui dit pas, mais non, je irai vous voir quand j'ai besoin de vous? Pourquoi ces règles ont-elles été établies? Pourquoi on a décidé qu'on ne dépasserait pas les 60%? C'est ça que je voudrais comprendre. Non, c'est essentiel, mais vous savez, je ne sais pas, c'est passé complètement inaperçu. Il y a 10 jours, l'Allemagne a enfin fini de rembourser son endettement de la Première Guerre mondiale. Elle a tout remboursé jusqu'au dernier centime. Elle a fini de rembourser donc début octobre 2012. Les Allemands donc, parce qu'ils sont marqués par cette histoire, par leur histoire, hyperinflation de l'entre-deux-guerres qui a amené Hitler au pouvoir, remboursement de la Première Guerre mondiale, etc. Eux, quand ils ont accepté de faire la monnaie unique, ils l'ont fait à une seule condition, c'est que cette monnaie unique n'ait pour unique objectif la lutte contre l'inflation, donc la stabilité des prix. Et ils ont donc, c'était un donnant-donnant, voilà, on ne pouvait pas faire la monnaie unique sans l'Allemagne. On était à l'époque en train de devenir quelque part tout doucement une zone Deutschmark. On était juste après la réunification allemande. L'Allemagne était surpuissante, c'était l'endroit où il y avait le plus d'activité économique, parce que d'un seul coup, il fallait répondre aux besoins de 2 fois plus de population. Et tout doucement, on commençait à voir le Deutschmark remplacer les autres monnaies européennes. Et on n'était pas très loin après la Deuxième Guerre mondiale. C'était impensable. C'était les hommes, rappelez-vous, les hommes au pouvoir à cette époque-là, ils avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale. Comment ils auraient pu accepter que tout doucement, on devienne une zone Deutschmark? Il fallait faire la monnaie unique. Si on l'a fait si vite, c'est parce que la réunification allemande, l'histoire nous y a poussé. Le mur de Berlin ne serait pas tombé en 89, on n'aurait pas fait la monnaie unique 10 ans après. On aurait pris notre temps. Et donc on a été pressé comme ça. Et donc on est rentré, on a fait une monnaie unique, il fallait l'Allemagne. Une monnaie unique sans l'Allemagne, ça ne fait rien dire. Elle n'aurait pas marché. Et l'Allemagne a mis ses conditions, c'est ses conditions historiques aussi. Elle a été obligée de rembourser la dette qui était liée à la Première Guerre mondiale jusqu'au dernier centime. Alors oui, les Allemands ont un peu de mal à imaginer que les Grecs ne vont pas rembourser jusqu'au dernier centime. Il faut aussi... Alors ils ont accepté de faire la monnaie unique avec des règles qui limitaient l'endettement des États et avec le fait que le seul objectif en Europe, c'est la lutte contre l'inflation. Dans
les autres pays du monde, même aux États-Unis, qu'on dit souvent plus libéraux, etc., la Banque centrale américaine a deux objectifs, la croissance et la lutte contre l'inflation. Donc elle fait un réglage comme ça. De temps en temps, elle fait un peu plus de croissance. Bon, il y a un peu d'inflation. Ah, quand il y a trop d'inflation, elle freine un peu la croissance. Elle fait un réglage. Nous, on n'a qu'un seul objectif. C'est même pas la peine de dire en Europe pourquoi il y a du chômage, pourquoi... C'est pas l'objectif de lutter contre le chômage et de relancer la croissance. Et il faut... C'est vrai que c'est historiquement aussi, il faut prendre les choses pour arriver à voir ce que les pays ont projeté aussi dans ça. Tu parles fort. Ouais. Bonsoir. Moi, je voudrais dire que personne n'est invincible, encore moins Goldman Sachs, parce que Louis XVI, si on se souvient un peu de l'histoire, Louis XVI, qui était, dans les termes exacts de l'époque, monarque absolu, envoyé de Dieu de droit divin, s'est fait tout simplement couper la tête. Donc toutes les têtes peuvent tomber. Exemple le plus récent, en Islande, ils ont envoyé se faire foutre les banques comme ça qui les ruinaient, en refusant carrément de payer leurs dettes, en faisant des manifs pour faire démissionner le gouvernement actuel qu'ils avaient, enfin à ce moment-là. Et donc après ils ont recréé une constitution citoyenne et leur économie est une économie maintenant locale qui repart parfaitement à la hausse par rapport à avant. Donc en fait c'est ça qu'il faut, c'est recréer un système citoyen. Moi personnellement, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois et là ça avance parce qu'on a fait les premières réunions, on commence à recréer un mouvement, une communauté humaine qui vise à expérimenter des nouveaux systèmes de vie à petite échelle au départ et puis après bon, ben, ça prendra forme de plus en plus, on l'espère. Donc un truc important aussi c'est diffuser sur internet par exemple ce qui s'est passé en Islande, il faut le diffuser au maximum sur internet. Il faut, parce que les médias conventionnels, on le sait, il y a eu un film qui est récemment sur ça, c'était le titre déjà, c'était Les Nouveaux Chiens de Garde, voilà, qui nous ont montré que les médias conventionnels étaient souvent complètement, quelques corrompus, possédés. Donc par des grands groupes qui prêchent leur parole. Alors en fait, des nouveaux médias qui sont indépendants, qui sont citoyens, sur internet que tout le monde peut créer. La preuve, moi si je filme ce soir, d'ailleurs est-ce que je pourrais diffuser c'est pour faire passer une véritable info. Les vidéos du débat seront d'ailleurs diffusées sur Nice Evolution TV, NICE-Evolution-TV. Voilà, donc ça c'est très facile, c'est très rapide. Après il faut gérer le contenu, mais on peut créer des médias internet citoyens qui visent à refaire passer une autre info. Donc voilà, puisque récemment aussi, il y a eu des infos sur la corruption dans la région, à Valoris, la ville où j'habite aussi, ça faut le voir aussi. Voilà. Donc c'est ça les chemins de sortie pour y arriver. Voilà, merci. Alors, concrètement, bah oui, concrètement, pardon. Bonsoir. Quand un enseignant fait son travail, comme toi, tu ne le fais pas pour gagner plus d'argent, tu le fais pour former tes élèves. En gros, c'est ce qui se passe. Ta vie, tu vas travailler pour former des enfants, tu seras rémunéré pour ça. Tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Et quand on regarde ce qui se passe pour les banques, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout. Les banques qui devraient développer l'industrie ne font pas du tout. Qu'est-ce qu'elles veulent? Du profit. Ce qu'elles veulent et ce qu'elles font, c'est accumuler de l'argent. Elles se foutent éperdument que ça ne marche pas. On a bien vu. Ça a été dit à plusieurs reprises. Et ça, le cumul du profit s'appelle le capitalisme. Et qui a intérêt à accumuler le profit? Un ensemble de gens. Et il faut dire que ce qui s'est passé en 1993, lorsque Giscard et Pompidou ont dépassé le traité de Maastricht, c'était inscrit dedans. Il fallait emprunter aux banques privées. Les États ne pouvaient plus emprunter à la banque centrale qui s'appelait auparavant. On les a supprimés. On a créé donc la Banque européenne. Tout ce système-là a été fait pour le profit. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les banques ne nous
n'existe pas. Et on se demande pourquoi, dans le fond, les banques ne sont pas comme l'éducation nationale. Pourquoi on n'a pas privatisé l'armée? Pourquoi on n'a pas privatisé la police? Pourquoi on ne privatise pas tout? Parce que les communistes ont besoin d'avoir un système qui fonctionne pour leur intérêt. Les banques, dans une situation démocratique ou autre, doivent être toutes nationalisées et travailler pour l'intérêt commun. On ne sait pas là aujourd'hui. Donc moi je pose la question du capitalisme. Et ce capitalisme, s'il est là, ce n'est pas par hasard. Et on n'en parle jamais, pratiquement plus, de moins en moins. Quand j'étais jeune, on en parlait beaucoup moins. Mais aujourd'hui, on n'en parle absolument plus. On considère que depuis la chute de l'URSS, c'est un échec de gestion et politique, eh bien, la chose n'a plus de naître, il n'y a qu'une voie, c'est le capitalisme. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où on peut voir la limite de ce capitalisme et revenir à une réflexion sur ce qu'on peut appeler justement un socialisme peut-être un peu différent de celui qu'il y a d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir, à mon avis, avec le socialisme. C'est une gestion, on le voit aujourd'hui avec Hollande, il fait une gestion capitaliste de la situation en disant on ne peut pas sortir d'ici. On peut très bien sortir de l'Europe, on peut très bien ne pas rembourser notre dette, mais il faut pour ça une volonté. Ce n'est pas nos dirigeants qui le feront, c'est à nous de le faire. Deuxièmement, la chose qui a créé une bonne partie de ce problème sont les ordinateurs. Ce n'est pas un mystère que ça a commencé en 80 aux États-Unis, quand les ordinateurs étaient plus puissants et tout ça, en même temps, des crises financières. Parce qu'on peut bouger des millions, des milliards dans une nanoseconde. Et c'est une bonne partie du problème. Et la troisième chose qui est très importante, qu'en 1940, quelque chose de 39, 38, les États-Unis ont tranché entre les banques et les investment banks. Et jusqu'en 1993, en 1993, ils ont permis aux banques, aux grandes banques surtout, de faire le banque d'investissement aussi. Et c'est en ce moment que l'économie financière d'aujourd'hui a commencé. Mais sans les ordinateurs et avec une compréhension qu'on n'a pas, on aurait pu peut-être l'éviter.